bonjour à tous, je suis très heureux d'être là et du coup de passer du côté participant au côté speaker à BDX après être venu il y a quelques années en tant que visiteur. Et aujourd'hui, on va parler d'automatiser l'installation de votre poste de travail. Je me présente rapidement, je m'appelle Sylvain Métayer, je suis tech lead à OnePoint et au quotidien, je travaille beaucoup sur de la conteneurisation et de l'orchestration de conteneurs. Du coup, je vais automatiser pas mal de mes tâches et petit à petit, c'est venu le besoin d'automatiser mon poste de travail pour pouvoir garder ma configuration. Pour ça, j'ai quelques critères que je souhaitais avoir lorsque j'allais choisir une solution. La première, c'est de pouvoir gérer mes fichiers de configuration, donc ce qu'on appelle du coup les .files, je vais en parler juste après. Je souhaite également pouvoir gérer les logiciels que j'ai d'installer sur mon poste et je souhaite avoir une solution qui est versionnable pour pouvoir revenir en arrière et suivre les évolutions éventuellement de ma configuration. Je souhaite aussi avoir quelque chose de facilement maintenable. Je ne souhaite pas passer des heures à maintenir la configuration de mon poste avec un outil à maintenir. Et étant donné que j'ai mon poste de travail pro et perso, je souhaite avoir quelque chose qui puisse mutualiser les besoins communs entre mes différentes machines. Et également, comme tout le monde, j'ai des secrets, donc des mots de passe, des clés SSH, des clés d'API un peu partout sur mon poste, et je souhaite avoir quelque chose de fiable pour pouvoir les stocker de façon sécurisée. Comme je vous l'ai dit, les .files, tout d'abord, qu'est-ce que c'est? Donc les .files, ce sont les fichiers de configuration de vos outils. C'est ce qui va contenir la configuration du coup de vos outils et qui en général est stocké dans votre répertoire utilisateur. Pourquoi .files? Parce qu'en général, il commence par un point. Par exemple, un exemple de .file, ça va être votre bashrc juste ici, qui est un bashrc tout à fait classique, si ce n'est qu'il exporte une variable d'environnement qui sera disponible dans le shell chargé au démarrage de ce dernier. C'est un exemple parmi tant d'autres. Vous avez votre vimrc qui contient la configuration de votre Vim, le guide config qui va contenir la configuration de votre nom d'utilisateur, votre mail git par exemple, etc., etc. Maintenant qu'on sait de quoi on parle, comment est-ce qu'on fait? GitHub met à disposition un site .files.github.io qui va lister en fait plusieurs façons de gérer ces .files. Vous avez également un autre dépôt qui va lister également plusieurs façons de gérer ces .files. Et une de ces façons, c'est Sto, qui est un outil de gestion de liens symboliques qui va permettre de prendre une arborescence A qui contient du coup tous vos fichiers de configuration et de la répliquer sur un répertoire B cible du coup, souvent votre répertoire utilisateur, ce qui fait que vous allez pouvoir versionner l'intégralité de vos .files et avec une seule commande, appliquer cette configuration sous forme de lien symbolique. L'avantage que ça a, c'est que si on reprend notre petit tableau, on gère bien nos liens symboliques, nos fichiers de configuration, pardon, qu'on a quelque chose de versionnable et de facilement maintenable, puisqu'on n'a qu'une seule commande à appliquer pour pouvoir appliquer notre configuration. Cependant, si on souhaite gérer plusieurs postes de travail, il va falloir avoir un petit script pour jouer plusieurs fois la commande sto sur l'arborescence pro, perso, et éventuellement mutualiser les configurations. Et pour la gestion des secrets et les logiciels installés, ce n'est pas supporté par sto. Il va falloir utiliser un outil tiers ou autre chose. Donc on se dit, après tout, on est des développeurs pour la majorité d'entre nous. Pourquoi est-ce qu'on ne développerait pas nous-mêmes la solution? Donc on sort notre langage favori, notre IDE favori, et c'est parti, on va coder notre propre solution pour pouvoir gérer nos fichiers de configuration. Si on reprend notre petit tableau, on voit qu'on coche pas mal d'éléments cette fois, puisque du coup, on a toutes les contraintes dès le début. Donc on va pouvoir gérer nos fichiers de configuration, les logiciels installés au travers d'API système, ça va pouvoir se faire. On a notre code du coup qui est versionnable et on va pouvoir gérer notre poste de travail pro-perso et gérer nos secrets, puisqu'au quotidien on gère tous des secrets, donc on sait comment les gérer dans notre logiciel. L'inconvénient, c'est qu'on se retrouve à maintenir une solution, maintenir un logiciel en plus, pour pouvoir gérer la configuration de notre outil. C'est pas quelque chose que je souhaitais, ça peut vite devenir chronophage. C'est pour ça que je me suis plutôt tourné vers Ansible. Ansible, qu'est-ce que c'est? C'est un outil d'automatisation de machines qui va vous permettre de provisionner et configurer une machine. On peut l'utiliser sur un parc de serveurs, donc de plusieurs dizaines ou centaines de machines, ou sur une machine locale, ce qui dans notre cas nous intéresse beaucoup.
Ansible a une notion de playbook et de rôle, je vais y revenir juste après, et également une très forte communauté qui va pouvoir nous aider pour pouvoir gérer la configuration de notre poste. Alors tout ça c'est bien joli, mais maintenant comment est-ce qu'on fait? Pour la petite dizaine de minutes qui me reste, je vais vous présenter quelques fonctionnalités principales d'Ansible, et on va voir ensemble à quoi ressemble la structure d'un playbook par exemple, pour pouvoir gérer notre poste de travail. Donc on a un playbook work.main.yaml dans le dossier work du coup, qui va définir la configuration de notre poste de travail. Et ce playbook, il va appeler plusieurs rôles, donc de la communauté ou locaux. Ici, on voit qu'on a des rôles locaux à notre machine. Donc, par exemple, pour installer la toolbox de JetBrains pour nos IDE ou pour configurer les paramètres Git. Qu'est-ce qui contient ce playbook? Ce playbook, du coup, ça ressemble à ça. Ça s'exécute sur un ensemble de machines, donc des hosts, en l'occurrence sur notre machine, puisqu'on souhaite configurer notre machine. C'est un ensemble de tâches, du coup, qui ont un nom, un module, donc ici debug, et des arguments qu'on passe à ce module. Et ensuite, on peut appliquer des rôles. Donc on retrouve notre petit git config qu'on a vu juste avant, qui est notre rôle perso pour configurer notre machine. Mais la force d'Ansible, c'est qu'il y a une grande communauté, et on peut par exemple avoir des rôles qui existent déjà pour configurer par exemple Docker, donc ce rôle Docker ici, qui provient de la communauté. Le petit flag become, juste ici, c'est un attribut qui permet de dire qu'on fait des actions en tant que super utilisateur. Et comment est-ce qu'on se sert d'Ansible? Comment est-ce qu'on va l'installer? Donc du coup, il y a assez peu de dépendances. Si vous êtes sous Linux ou Mac, vous avez très certainement Python de déjà installé. Donc du coup, vous avez les dépendances Python à installer dans Ansible. Et si vous utilisez des rôles de la communauté, vous pouvez installer ces rôles avec la commande Ansible Galaxy une fois que vous avez installé Ansible. Qu'est-ce qu'il y a dans le requirements.txt? Il va y avoir donc la version d'Ansible et dans le requirements.yaml, la liste des rôles que vous souhaitez utiliser dans votre playbook. Maintenant, si on passe à l'usage, comment est-ce qu'on s'en sert pour configurer notre poste de travail? Eh bien, on va tout simplement lancer la commande Ansible Playbook, suivie du playbook qu'on souhaite utiliser. Et le petit flag -k jusqu'à la fin, c'est tout simplement pour préciser le mot de passe super utilisateur si jamais on a des tâches qui nécessitent des privilèges super utilisateurs. On voit un petit récapitulatif de ce que ça peut donner. Ici, on a donc une tâche qui a été exécutée et une tâche qui n'a pas changé, puisque mon fichier de configuration, juste ici, existait déjà. Donc on voit qu'il n'a pas changé. C'est là aussi la force d'Ansible, c'est qu'il est idempotent. Si vous rejouez 50 fois votre playbook, vous aurez toujours le même résultat. Comment est-ce que du coup concrètement on va pouvoir installer maintenant des paquets par exemple pour pouvoir gérer les logiciels installés sur notre poste? Ça peut se faire si on prend un exemple d'un rôle très simple du coup auquel on va passer des variables. Donc ce rôle va avoir des variables par défaut, ici 3 paquets, et on va utiliser un module Ansible qui s'appelle package pour pouvoir lui donner une liste de paquets à installer dans lequel on indique qu'il soit à l'état, juste ici le state présent. C'est intéressant puisque du coup, parfois sur notre machine, il y a des logiciels qu'on ne souhaite pas voir. Je pense par exemple personnellement à GNOME Maps, dont je n'ai pas l'usage et pour lequel j'ai souhaité avoir un state absent, donc des logiciels que je souhaite tout le temps voir désinstaller. Également, les variables de ce rôle, on va pouvoir du coup les appeler dans notre playbook, donc juste ici, et on va pouvoir les surcharger si par exemple pour un playbook donné, on souhaite, sur notre machine perso par exemple, uniquement avoir le paquet Vim d'installer. Également, de façon similaire à Sto, on va vouloir gérer du coup nos fichiers de configuration. Ça peut se faire au travers de liens symboliques et d'un rôle qu'on peut faire pour gérer ces liens symboliques. Par exemple, on va avoir nos .files dans un dossier files qui est dans un rôle symlink. Et on va avoir une tâche dans ce rôle qui va faire des liens symboliques vers notre répertoire utilisateur. On peut voir par exemple qu'on a une boucle du coup juste ici avec l'item courant c'est vimrc sur notre tâche. Et du coup, ce qui va créer notre lien symbolique, c'est la tâche, donc le module file, sur lequel on va dire la source du fichier contenu dans notre rôle. Ici, rolepass, donc notre symlink, et files/vimrc va être mis sous forme de lien symbolique vers notre répertoire utilisateur pour pouvoir avoir la configuration définie.
Cependant, parfois, ça suffit pas. On a des besoins spécifiques. Par exemple, pour Git, j'ai besoin d'avoir un mail différent sur ma machine pro et ma machine perso. Pour ça, on va pouvoir utiliser du coup du templating qu'offre Ansible au travers d'un moteur de template qui est Jinja 2. On va donc utiliser le module template avec une source et une destination, et je vous laisse aller voir la documentation si vous souhaitez voir exactement tout ce qu'on peut faire, mais c'est un langage de templating très complet. On peut voir ici du coup qu'on a nos conditions pour définir notre template selon qu'on est sur notre machine pro ou perso pour pouvoir définir nos valeurs. Également, ce qui nous intéresse, c'est la gestion des secrets, et Ansible va offrir quelque chose de transparent. Ici, on versionne du coup notre fichier secret data avec notre playbook, et à première vue, on pourrait se dire que on va du coup avoir notre fichier en clair qui sera versionné dans notre dépôt. Pour autant, c'est pas le cas. On a bien notre fichier qui est stocké de façon chiffrée sur notre dépôt, et à moins de connaître le mot de passe, on ne va pas pouvoir le déchiffrer. Comment ça se fait? Ça se fait à travers d'un vault, donc d'un coffre-fort en français Ansible. Pour ça, on va utiliser la commande Ansible Vault, et on va lui dire qu'on souhaite créer un coffre-fort, donc secret data par exemple. On va donner un mot de passe qui sera utilisé donc pour chiffrer les données, et lorsqu'on souhaite voir le contenu de ce coffre-fort, on va utiliser la commande Ansible Vault, view et le nom du coffre-fort. Et pour l'utiliser dans notre playbook, on peut du coup passer le ask vault pass juste ici. Et Ansible, lorsqu'il va tomber sur un fichier de type vault, va utiliser ce mot de passe qu'on aura défini et qu'on aura fourni lors de l'exécution de la commande pour pouvoir déchiffrer notre fichier. Et du coup, le copier correctement sur notre poste tout en l'ayant stocké de façon chiffrée. Également, si jamais vous avez du coup plusieurs postes de travail, perso et un poste pro, mais tout simplement, on va créer un playbook différent par poste de travail qui va pouvoir du coup réutiliser les rôles communs et surcharger les variables selon les besoins de votre poste de travail. Du coup, si on reprend notre tableau, ça coche dans mon cas à peu près toutes les cases, puisque je peux bien donc gérer mes fichiers de configuration facilement ainsi que mes logiciels installés. J'ai quelque chose de versionnable, donc c'est du YAML, on aime ou on déteste, mais c'est facilement lisible, c'est facilement maintenable, du coup on peut l'éditer rapidement. Et au travers de différents playbooks, je peux gérer mon poste de travail pro et perso, et avec Ansible Vault, je peux également gérer mes secrets et les stocker de façon sécurisée assez facilement. Si vous avez des besoins spécifiques plus poussés ou autres, je vous invite à aller voir la documentation Ansible qui est très complète, et à aller voir les dizaines, enfin centaines même, de rôles disponibles sur la communauté Ansible, donc Galaxy Ansible, puisqu'il y a certainement quelque chose qui correspond déjà à votre besoin, et sinon vous pourrez faire un assemblage de rôles pour répondre à votre besoin. Tout comme vous pourrez participer à la communauté également en publiant vos rôles qui pourront servir à d'autres. En conclusion, Ansible a répondu à mon cas personnel pour pouvoir gérer mes fichiers de configuration. Si jamais vous avez simplement 2 fichiers de configuration, ça n'y répondra peut-être pas, ça vous semblera une solution trop compliquée à mettre en place, et peut-être que Sto, dans ce cas-là, répondra à votre besoin. Si vous avez plusieurs machines, plusieurs logiciels à installer, etc. et tout, peut-être qu'Ansible, dans ce cas-là, sera une solution viable. Et je vous laisse mes .files, donc au format Ansible, juste ici, pour ceux qui seraient intéressés. Je vous remercie pour votre attention, et je vous laisse le QR code pour Open Feedback à gauche, si vous pouvez faire un petit retour, et le QR code pour les slides pour ceux qui sont intéressés à droite. Et merci beaucoup. Je pense que niveau timing, on est pile poil. Je ne sais pas si on a le temps pour une question. Ou sinon, je serai disponible sur le stand OnePoint sur la fin de journée. Vous pouvez venir me voir. Merci beaucoup.